un nouveau cycle d'ateliers que le WTC Metz-Sarraute vous propose sur la découverte en fait de nouveaux marchés. Alors évidemment l'Algérie c'est pas un nouveau marché en tant que tel, c'est un très gros marché, mais c'est juste la démarche en fait de pouvoir s'intéresser à ce pays, à son économie, au potentiel qu'il peut y avoir à développer en fait des affaires avec l'Algérie. Et c'est un travail, nous, c'est pas nouveau, hein, ça fait plus de 6 ans, plus de je sais pas combien d'années qu'on se connaît avec Ahmed Tibaoui, donc du WTC Alger. On a beaucoup déjà d'échanges, il y a eu des délégations dans les deux sens, hein, d'ailleurs. On a effectivement aussi le soutien du consulat d'Algérie ici à Metz et de Madame la Consule, c'est important parce que c'est un acteur aussi majeur pour créer du lien et faciliter aussi les visas. Et je pense aujourd'hui particulièrement à Kamla de l'équipe du WTC Alger parce que justement elle n'a pas eu son visa. Donc voilà, c'est encore la réalité justement du commerce international et des échanges où effectivement au niveau administratif parfois ça reste encore un petit peu compliqué. Oui, il y a la mobilité des marchandises, mais pas des personnes. Et donc les WTC sont là effectivement pour faciliter, pour créer du lien. Le réseau des WTC compte à peu près 300 structures dans le monde. Et simplement voilà, rappeler que c'est un réseau effectivement qui vient en complémentarité de la Team France Export que vous connaissez vous en tant qu'entreprise française, ou voire même pour nos amis allemands qui sont venus ce matin, effectivement vous avez vos propres réseaux également en Allemagne. C'est complémentaire, c'est un atout très important parce qu'on y trouve de l'hébergement, on y trouve de l'assistance technique, humaine, de la facilitation aussi dans les relations. Et je pense que voilà, on a quelque chose de très concret qui est au service aussi des entreprises et de leur internationalisation. Les WTC travaillent également dans la promotion des territoires à l'international, donc la promotion des entreprises que vous êtes, mais également la facilitation aussi de l'attraction d'investissements étrangers. Bonjour à tous de ma part aussi. Donc, je vous présente nos intervenants aujourd'hui. Nous aurons d'abord Monsieur Ahmed Tibaoui, CEO aujourd'hui du World Trade Center d'Alger. Monsieur Tibaoui est diplômé de l'École nationale polytechnique d'Alger et a occupé divers postes de responsabilité au sein d'entreprises publiques dans un premier temps pour être ensuite directeur central au ministère du Commerce. Et M. Tibaoui a occupé différents postes de secrétaire d'État chargé de l'économie. Participation de l'État. Participation de l'État. Merci de la correction. Je vous présente Kamla Idir, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, comme nous a dit Patricia, parce que le visa n'est pas arrivé à temps et malheureusement hier, elle a dû annuler son voyage. Kamla Idir fait partie de l'équipe du World Trade Center Alger et nous a fortement aidé dans la préparation de cette réunion aujourd'hui, dans le programme, avec une collaboration vraiment extrêmement étroite. C'est pour ça que je tenais à la remercier et que je vous la présente de cette façon uniquement. Monsieur Kemal Aksous, président du Conseil de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat. Monsieur Kemal Aksous est économiste et diplômé d'un MBA à l'Université de Grenoble. Monsieur Aksous a exercé des fonctions de PDG dans 2 grands groupes industriels publics algériens, un dans l'équipement industriel et ensuite dans le groupe La Fonderie. Monsieur Aksous, membre aujourd'hui du Conseil national consultatif pour le développement de la PME, donc un outil extrêmement important, évidemment, avec le sujet qu'on a aujourd'hui dans le développement de l'économie algérienne, et responsable aussi de la coordination des bourses algériennes de sous-traitance et de partenariat. Donc, nous ferons un point avec vous sur le salon Algest, salon de la sous-traitance, que nous vous présentons ici
et dont nous aurons l'occasion de parler, bien sûr, en fin de session. Monsieur Aziz Laïb, qui est avec nous aujourd'hui en tant que directeur de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat, nous parlera du rôle de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat dans le tissu économique algérien et évidemment dans toute cette internationalisation à laquelle le pays veut participer. Monsieur Laïb est diplômé de l'Institut national de génie mécanique et a occupé plusieurs postes dans le secteur industriel. Il a été détaché ensuite au ministère de l'Industrie pour la création et la mise en place d'une bourse de sous-traitance en Algérie, qui est aujourd'hui la BASTP dont nous allons parler. Voilà, donc pourquoi l'Algérie ? Pourquoi avons-nous choisi de commencer notre cycle sur la découverte de nouveaux marchés par l'Algérie? Parce que c'est un pays qui est en révolution économique, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, un pays qui demande et qui lui-même propose une ouverture, une internationalisation, en réponse évidemment à la demande d'abord de l'industrie locale. C'est un pays qui a une démographie très forte avec une jeunesse importante qui forme bien sûr une partie colossale de la demande intérieure, donc un pays avec une demande intérieure en croissance fulgurante. C'est un pays avec lequel des relations existent, bien sûr, avec la France en particulier, avec des pays européens. Et toute cette coopération économique peut être entraînée, disons, par des relations concrètes, par le biais du World Trade Center, par le biais de la Bourse algérienne de sous-traitance. Donc, ce que nous essayons de vous apporter aujourd'hui, ce sont quelques clés par l'intermédiaire de ces spécialistes, de ces experts du terrain, pour prospecter le marché algérien, pour savoir comment s'implanter sur le marché algérien, faire de l'import, de l'export. Voilà, donc je vais vous parler un peu de la loi sur l'investissement, mais peut-être avant, vous me permettez de faire une petite introduction sur mon pays, sur l'Algérie. Donc l'Algérie aujourd'hui, comme tu l'as dit, elle est en pleine ébullition économique. Il y a eu évidemment d'abord, un peu avec l'avènement un peu de tout ce qui s'est passé, donc, et notamment après le Covid et autres, donc un certain nombre de réformes politiques d'abord, donc changement de la Constitution, un certain nombre de lois, notamment les lois électorales pour donner beaucoup plus de transparence et de crédibilité aux élections. Donc il y a donc un socle politique qui a permis aujourd'hui un peu de s'occuper des questions économiques. Donc sur le plan économique, évidemment, on est en pleine transition, j'allais dire économique, et je vais peut-être m'expliquer. Nous sommes essentiellement un pays énergétique, comme vous le savez tous. 98% jusqu'à un moment donné était le fait des exportations d'hydrocarbures. Et les exportations hors hydrocarbures, bon an, mal an, 2, 3, 4% à peine. Mais aujourd'hui, donc, il y a une vraie volonté de diversification. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser les énergies de côté, parce que nous sommes un pays énergétique. Notre ADN, c'est l'énergie. Aujourd'hui, évidemment, il y a une transition énergétique, puisque nous sommes en train d'aller vers le solaire, donc tout ce qui est énergie renouvelable, avec évidemment aussi la production d'hydrogène vert. Il y a beaucoup d'investissements qui s'intéressent à ce marché. Donc il y a donc un objectif énorme de réduire la part des hydrocarbures dans le mix énergétique, et ça permettra évidemment d'exporter beaucoup plus de gaz sur les marchés, notamment européens, puisque c'est aujourd'hui la conjoncture, évidemment, est là, il y a un besoin énorme de ce type d'énergie. Évidemment, je ne dis pas qu'on va exploiter tout de suite le gaz de schiste, mais nous sommes comme la 3e réserve mondiale, donc il y a quand même des réflexions sur ça. Bon, évidemment, il faudra faire attention à l'environnement et autres, mais c'est quand même un point qu'il ne faut pas évidemment négliger
dans le futur mix énergétique du pays. Donc, comme je l'ai dit, l'énergie restera quand même un poids, gardera un poids important donc, dans l'économie nationale, mais il y a aujourd'hui une diversification de l'économie avec évidemment une nouvelle loi sur l'investissement que je vais présenter brièvement, mais ensuite je pense que c'est surtout vos questions auxquelles on va tenter de répondre. Cette loi est importante, mais elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une vision beaucoup plus large. Donc c'est un élément du climat des affaires. Donc nous sommes conscients que nous ne sommes pas très bien classés sur le climat des affaires, mais nous sommes un pays qui est en train d'évoluer, nous sommes en train de régler un certain nombre de problèmes, notamment liés à la bureaucratie et autres. Et essentiellement, justement, c'est par les nouvelles technologies, donc la numérisation de l'économie, donc la digitalisation de l'économie. Et il n'y a pas une interview, un discours où notre président de la République en tête ne préconise pas ça et demande aux administrations, puisque maintenant, on a 3 ministères pratiquement qui s'occupent de ces questions-là. Donc, il y a un ministère de la numérisation, il y a un ministère des start-up, classique, l'économie de la connaissance et autres, et un ministère des télécoms. Donc, si vous voulez, donc, il y a une vision globale pour qu'on puisse un peu dépasser ces questions de la bureaucratie. Il faut reconnaître qu'on a hérité la bureaucratie de la France. Hein. Bon, peut-être on a fait un peu mieux parfois, mais qu'on a quand même hérité du système jacobin donc, ici. Donc, mais les choses, effectivement, s'améliorent beaucoup. Un registre de commerce qu'il fallait l'avoir en 3 mois, aujourd'hui, vous l'avez en quelques jours. Donc, dû justement à ces avancées énormes. Donc voilà, donc les choses s'améliorent. Il y a aujourd'hui une nouvelle, la loi sur la monnaie crédit donc de la Banque centrale est en révision, donc elle va être adoptée récemment par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on parle de quelque chose qui est totalement nouveau, justement pour éviter les problèmes de marché parallèle et de 2 monnaies qui existent pratiquement, c'est le dinar numérique. Donc ça va éviter donc, de passer d'informel, un peu toute la partie économie informelle. Donc, ça va faire évoluer les choses. Donc il y a vraiment un gros débat sur ces questions-là, justement, pour asseoir une économie beaucoup plus ouverte sur l'international et diversifiée. Et d'ailleurs, les exportations qui ne dépassaient pas 2 milliards de dollars, cette année, je pense qu'on va atteindre 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Hein, donc c'est quand même, l'an dernier on était à 5, cette année on est à 7 et il y a un objectif pour les années futures, à 2030, d'être à 10 milliards et quelques de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Et tous les secteurs aujourd'hui, c'est vraiment une grosse dynamique. Sur les fruits et légumes, où on n'exportait pratiquement plus rien. Cette année, vous me direz, c'est pas énorme, mais comme il y a eu 73 millions de dollars d'exportation de produits agricoles, alors qu'on a carrément disparu des marchés, alors qu'on était un gros fournisseur, notamment de la France. Hein. À Rungis, les produits algériens étaient recherchés. Bon, on reprend. Donc, et sur d'autres produits industriels, par exemple les matériaux de construction, on est devenu exportateur net sur le rang à béton, sur le ciment, les placo-plâtre et tout ce qui est matériaux de construction. Nous sommes devenus exportateurs net, alors qu'on était importateur net il n'y a même pas 10 ans. Donc, si vous voulez, il y a toute cette dynamique aujourd'hui auquel on voudrait que certains parmi vous puissent y participer. Voilà, donc je voulais faire un peu cette petite introduction avant de parler donc, de cette nouvelle loi sur l'investissement, donc qui est beaucoup plus ouverte. Je retiendrai quelques points clés. Hein. Je ne vais pas vous assommer, mais peut-être s'il y a des questions, on pourrait y répondre. Donc, je l'ai amené avec moi, donc il y a des réponses peut-être précises que je pourrais apporter. Mais donc il y a un premier point clé, donc si on peut voir, donc c'est tout ce qui est donc institutionnel. Avant, il y avait donc un Conseil national de l'investissement qui est présidé par le Premier ministre et où il y a tous les ministres en charge des questions économiques qui sont membres, mais en fait qui était décisionnel. Si vous voulez, l'agence qu'on va voir remonter les dossiers via le ministère de l'Industrie vers cette institution et qui, elle, en fait, décidait de dire go, no go, hein, on n'y va pas. Donc, c'était parfois un peu, je n'allais pas dire bureaucratique, mais parfois le processus de décision était long.
et un peu les investisseurs, des fois, attendaient, ne voulaient pas attendre. Donc, il est devenu, donc, le Conseil national d'investissement est devenu une institution stratégique qui donne la politique de l'investissement dans le pays, qu'est-ce qu'on fait avancer, qu'est-ce qu'on ne fait pas avancer. Il y a des secteurs aujourd'hui, parce qu'il y a derrière tout ça, il y a des avantages fiscaux. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont largement concurrentiels et qui suffisent au pays et tout. Ben, ceux-là, peut-être, on ne donnera pas beaucoup d'incitation. Par contre, d'autres où nous voulons amener des investisseurs, par exemple le pharmaceutique, eh ben, ceux-là auront les plus grosses incitations. Voilà. La deuxième, donc, c'est l'agence elle-même. Donc l'agence qui était Agence nationale de développement de l'investissement, ANDI, est devenue l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Et là également, donc c'est elle qui prend toutes les décisions et elle a été structurée, si vous voulez, avec des guichets uniques au niveau de toutes les wilayas, donc toutes les préfectures, donc des guichets uniques. Mais sur les gros investissements, on le verra tout à l'heure, structurants, sur les gros investissements structurants, donc il y a un guichet spécial. Donc, notamment pour les investissements étrangers, donc les IDE, les investissements directs étrangers. Donc, il y a un guichet spécial, on le voit ici, donc les investissements de plus de 15 millions d'euros. Ceux-là vont passer par un guichet spécial. Il y aura presque un suivi, j'allais dire one-to-one, donc un suivi personnalisé de ces investissements pour leur régler éventuellement tous les problèmes qui pourraient arriver pendant les procédures voilà, de leur installation. Voilà, donc on peut voir, donc il y a le régime, donc voilà, il y a un régime des secteurs, les secteurs où nous voulons inciter des investisseurs à aller. Donc c'est les mines et carrières, l'agriculture, tout ce qui est aquaculture et pêche. Aujourd'hui, bon, vous me direz, on a 1500 km de côte, hein, parce qu'avant, on disait l'Algérie c'est 1200 km, donc, parce qu'on traçait un trait. Maintenant, avec les nouvelles technologies, donc on va dans le détail et on est à 1500 et quelques. Hein. Voilà, donc, voilà, donc, et malgré ça, donc, il y a des besoins dans le domaine de l'aquaculture. Quand on voit la consommation par Algérien, on est encore loin des standards. Et là, donc, l'aquaculture se développe beaucoup et on arrive à trouver des poissons, même hors saison, pour certaines catégories. Donc, l'industrie pharmaceutique, évidemment, l'agroalimentaire, la pétrochimie. Donc, il y a un gros investissement qui est en cours sur le polypropylène. Vous savez, polypropylène, vous pouvez créer en aval au moins 3000 PME, PMI. Donc, c'est tout ce qui est pare-choc, tout ce qui est pour l'automobile, mais les valises, tout ça, c'est du polypropylène. Donc, il y a un gros investissement, peut-être en partenariat avec Total. Le tourisme, aujourd'hui, je pense, parmi vous suivez, ça commence réellement à se développer, notamment le tourisme saharien. Donc, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas, puisqu'il y a des vols directs, par exemple, de Paris sur Djanet. Hein, donc, aujourd'hui, le visa n'est plus exigé à l'avance pour aller justement dans ces... Il y a plus de 24 wilayas, je crois, où vous obtenez le visa sur place, à l'arrivée. Voilà. Donc, quand c'est des visites touristiques. Donc ça, c'est important hein, pour développer le tourisme. Ça a été un point faible hein, qu'on nous reportait, bien que l'Algérie, de tradition, c'est la réciprocité. On nous demande le visa, on leur demande le visa. On ne nous demande pas de visa, on ne demande pas de visa. Bon, mais pour le tourisme, il y a une exception. Pour attirer donc, beaucoup d'investisseurs. Les énergies renouvelables, j'en ai parlé aujourd'hui, donc il y a beaucoup de demandes, notamment sur l'hydrogène vert. Donc ça, c'est vraiment, l'Algérie peut devenir un hub d'hydrogène vert dans le futur. Il va y avoir de l'exportation d'électricité vers l'Europe. On peut être aussi un hub d'exportateurs d'électricité dans le futur. Et évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, l'économie de la connaissance et les technologies. Je vais aller vite hein, parce que je sais qu'il y a le temps. Il y a le régime des zones. Parce que selon que vous investissez au nord, sur les hauts plateaux, ou au sud, hein, vous savez que l'Algérie, je ne vais pas vous faire cette injure, mais l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Donc, c'est un pays continent. On a 7 frontières, des milliers de kilomètres de frontières. Et donc, les avantages sont modulés, justement, pour qu'il y ait un développement harmonieux du pays, que ce soit le Grand Sud, le Sud, bon là on a cité les wilayas, donc les préfectures, les hauts plateaux, hein, c'est là où en général tout ce qui est renouvelable va être installé dans les hauts plateaux, donc c'est à peu près 400 km
de surface, hein, et plusieurs communes. Certaines communes, évidemment, comme elles sont à cheval, un peu à cheval sur telle ou telle wilaya, donc certaines ont été identifiées et ont été personnalisées. Donc voilà, donc plus, maintenant on le verra, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le régime des investissements structurants. Voilà. Voilà, donc les investissements structurants, donc c'est tout ce qui est substitution, tout ce qui est diversification, tout ce qui est intégration. On est ici pour la sous-traitance, mais mes amis vont en parler. Et tout ce qui est intégration nationale, là vraiment on pousse et ils auront des avantages vraiment sui generis, hein, par rapport un peu à ce qui est prévu. Donc tout ce qui est technologie, acquisition, savoir-faire et autres. Et évidemment il y a quelques conditions, voilà, il y a pour justement un peu répondre à ce régime d'incitation. Voilà. Et là, donc, il y a toutes les exonérations. Je ne vais pas en parler, mais c'est les exonérations pour la phase réalisation de l'investissement. Et vous avez pour la phase exploitation. Donc, réalisation, ça permet évidemment de ne pas sortir trop de cash flow. Donc, il y a beaucoup d'avantages, par exemple, droits de douane, TVA et autres. Donc, on ne paie rien du tout sur les équipements qui arrivent, même sur les équipements rénovés de moins de 3 ans. Donc qui peuvent rentrer en Algérie, ceux-là aussi peuvent bénéficier de ces avantages-là. Et ensuite, évidemment, vous avez les avantages liés à la phase exploitation. C'est sur l'impôt sur les bénéfices et autres. Vous avez un certain nombre d'années, c'est modulé selon le niveau de l'investissement et l'apport de l'investissement à l'économie nationale. Voilà. Il y a quelques activités qui sont exclues, évidemment, le commerce, la restauration. Donc il y a un texte qui définit dans le détail les activités. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Les activités qui sont exclues des avantages, là où il y a une autosuffisance, celles aussi où pas le commerce en général, ils prennent leur marge déjà au moment des importations ou autres. Voilà, donc là c'est bien défini, il y a un texte très clair. L'avantage cette fois-ci, c'est que quand la loi est sortie, 2 ou 3 mois après, tous les textes d'application sont sortis. C'est-à-dire on ne peut pas dire que ce texte est inapplicable. Aujourd'hui, même au niveau de l'agence, qui est maintenant mise en place, elle est opérationnelle, il va y avoir une plateforme numérique. Vous pouvez acter votre investissement via la plateforme numérique. Voilà, ça évite un peu tous les problèmes d'être face à face, on peut vous demander un papier ou vous demander autre chose. Voilà, donc ça évite tout ça. Voilà, ça c'est la nouveauté. Il y a évidemment, donc j'en ai parlé là, toutes les activités. On ne va peut-être pas aller dans le détail. S'il y a des questions, on y répondra. Il y a évidemment toutes les garanties liées à l'investissement. L'Algérie donc a adhéré à toutes les conventions internationales. CIRDI, MIGA, donc le Centre international de règlement des différends qui dépend de la Banque mondiale. Le MIGA aussi, donc qui est aussi une institution qui dépend de la Banque mondiale. Pour la protection des investissements, il y a toutes les protections bilatérales qui sont parfois supérieures donc, à celles que l'Algérie a signées et ratifiées. Bon, elles sont évidemment qui sont au-dessus, hein, vous savez, dans la hiérarchie des lois, donc toutes les conventions internationales sont au-dessus des lois même nationales. Mais pour ce qui est de la France, il y a une convention bilatérale où il y a une protection des investissements. Vous choisissez même votre régime de fiscalité si vous investissez en Algérie. Et en plus, pour les investissements français, du fait qu'on est dans le cadre de l'association avec l'Union européenne, de l'accord d'association avec l'Union européenne, tout ce que vous importez est pratiquement exonéré en des droits de douane et autres dans le cadre un peu de l'accord d'association avec l'Union européenne. Évidemment, les exportations sont largement concernées. Voilà, donc ça c'est quand même un gros avantage pour les investisseurs français, puisque nous sommes en France ici. Évidemment, les autres pays avec lesquels nous avons des conventions bilatérales sont concernés, surtout les pays européens sont également concernés. Parce qu'en fait, quand vous vous installez en Algérie, ne calculez pas uniquement le marché algérien. C'est-à-dire dans votre business plan, vous avez le marché algérien évidemment, qui est déjà un gros marché, de 45 millions d'habitants, et dites-vous que tous les 1er janvier, quand vous vous réveillez, il y en a 1 million d'Algériens en plus. Voilà. Bon, c'est peut-être une bonne chose, mais il faut faire attention parce qu'il faut quand même faire face à ces naissances. Au moins 5-6 ans après, il faut des écoles, il faut de la santé, mais ça bouge.
Donc, c'est un marché qui commence à bouger, il y a toutes ces opportunités. Vous avez le marché arabe, nous avons la zone arabe de libre-échange, la ZAL, où nous sommes aussi partenaires. Donc aussi, quand vous exporterez ou vous importerez de ces pays-là, c'est aussi en exonération. Et le grand marché africain, le marché du futur, l'Algérie aussi a signé, ratifié la fameuse LECAF, la zone de libre-échange du continental africain. Donc ça aussi, c'est énorme. Donc ce n'est pas 45 millions d'habitants qu'il faut viser. Évidemment, il y a l'Europe. Donc c'est tous les autres marchés qu'il faut viser. Peut-être deux mots encore. Sur l'Algérie, aujourd'hui, il y a la transaharienne, donc qui fait Alger-Lagos. Aujourd'hui, quand vous voulez exporter sur un pays enclavé en Afrique, eh ben, vous mettez des fois un mois et quelques si vous partez en bateau. Aujourd'hui, si vous prenez la transversale Alger-Lagos, donc il n'y a que la partie du Niger qui n'est pas terminée, mais elle est bien avancée. La fibre optique suit en même temps et vous mettez 12 jours. Donc imaginez sur le plan logistique tout ce que vous pouvez gagner comme coût quand vous investissez en Algérie et vos marchandises arrivent par les ports algériens. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément très, très important. Voilà, donc il y a aussi des questions sur les cessions et transferts d'avantages. Vous avez cette liberté. Si, évidemment, vous cédez votre investissement, vous avez le droit. Même si au moment où vous le cédez, l'évaluation est supérieure à celle de l'investissement, vous avez le droit au transfert. En plus, évidemment, des transferts des dividendes. Et il y a beaucoup aujourd'hui de facilitation parce que c'était un point faible, il faut le reconnaître, où les gens transféraient, il n'y a jamais eu de sinistre sur ça. Mais ça mettait du temps. C'était bureaucrate, l'administration était tatillonne et tout ça. Donc on essaye un peu de dépasser toutes ces questions-là qui vont, au fur et à mesure, évidemment, s'améliorer et au fur et à mesure que les investissements vont arriver. Voilà. Et évidemment, pour ceux qui ne respectent pas, comme dans toutes les lois, il y a des sanctions. Bon, on ne va pas terminer sur ça. Voilà, donc c'est un marché, je résume, pour laisser quand même du temps à mes collègues pour parler. Donc c'est un marché où il y a une grosse demande. L'Algérien est un gros consommateur. Depuis tout à l'heure, on n'a pas eu besoin de traducteur. Donc la langue française, vous pouvez parler en français, le business vous pouvez réaliser en français. L'Algérie évidemment est en train d'évoluer, notamment sur l'anglais, parce que c'est quand même c'est la langue du business, mais vous n'avez pas besoin de traducteur quand vous viendrez investir en Algérie, et vous trouverez des gens qui pourront vous comprendre et sans qu'il y ait un traducteur. Voilà, c'est un marché porteur qui est en pleine transition. Il faut être patient. On aime bien que les gens soient présents. Moi, je termine par la règle, les 3 P. Hein. Il faut que vous soyez présents. Hein. En Algérie, nous, culturellement, on aime bien les gens et on aime bien parler face à face. Hein. L'Algérien est connu pour sa franchise. Et donc, ça, c'est important. Et que vous soyez un peu pragmatique et patient un peu dans votre approche. Mais à partir du moment, et ce que je connais moi déjà, parce qu'on fait beaucoup de consulting au World Trade Center d'Alger, parce qu'on a, il faut que je dise un mot quand même, on a 3 grosses activités. On a une activité Business Center, donc on accueille des entreprises, mais on ne fait pas que de la location de bureaux. On fait surtout de l'assistance, création d'entreprises et autres. On a une activité événementielle, donc ma collègue Kamla, c'est elle qui s'en occupe, donc salons, conférences, séminaires et autres. On fait de la formation, on a un agrément pour faire de la formation qualifiante. Et on a une partie consulting où on a beaucoup de projets aujourd'hui qu'on suit en tant que World Trade Center. Donc, évidemment, vos affaires peuvent très très bien marcher. Il vous faut de l'accompagnement. Hein. Il faut être pragmatique dans l'approche. Et on est à à combien d'ici 1h30, je crois. Il y a un vol, il y a 4 vols par semaine. Hein, vous êtes vraiment à côté. Hein, vous n'avez pas besoin de changer. Monsieur Laïb, vous allez nous présenter la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat. Je vous laisse la parole. Merci Evelyne, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous, Madame la Consul Générale, Monsieur le Consul, Vice-Consul. Madame Evelyne, je vous remercie aussi de votre invitation.
qui nous permet maintenant de parler de l'Algérie de manière générale, sur le plan économique et des affaires. Je suis ravi aussi d'être dans cette ville et que je ne suis pas revenu depuis très longues années, là où j'ai passé quand même 1 mois de formation à la Bourse de l'Est, de sous-traitance de l'Est. Je ne sais pas si elle existe toujours. Oui, elle était à l'origine. À l'origine, voilà, c'est très longtemps, de Claude Cuny, je ne sais pas s'il est encore en vie. Voilà, donc vraiment, je suis très heureux d'être là, parmi vous. Merci encore une fois. Donc pour ma part, je vous présente la Bourse de la sous-traitance, qui est une organisation donc, professionnelle qui a été mise en place et créée dans les années 92. Mais avant, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Madame Yveline, j'étais détaché au ministère de l'Industrie pour mettre en place cette structure, ce noyau, au niveau du ministère de l'Industrie, avant les années 90, mais avec les recommandations du système des Nations Unies, à savoir l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, il fallait que cette structure ou ce noyau soit indépendant d'une tutelle publique. Mais avec le vide juridique dans les années 80, fin 80, on ne pouvait pas se constituer en association. Mais qu'en 90, il y a eu la loi 90-01 sur les associations professionnelles qu'on s'est inséré dans cette association. Donc, du coup, nous sommes sortis de la tutelle ministère de l'Industrie et nous sommes constitués en association professionnelle. Mais nous avons toujours ce lien ombilical avec le ministère de l'Industrie à ce jour, dans le cadre de la coopération aussi avec le système des Nations Unies. Nous sommes en relation toujours étroite avec le ministère de l'Industrie. En 1994 et 1998, nous avons mis en place 3 autres bourses régionales à l'est, à l'ouest et au sud du pays. Vu l'étendue du territoire national, le ministère a jugé utile d'installer aussi d'autres bourses régionales pour sillonner l'ensemble du territoire national, identifier les entreprises qui sont actives dans la sous-traitance industrielle. En 2008, donc, il y a eu la coordination qui a été mise en place pour regrouper ces 4 bourses de sous-traitance, centre, est, ouest et sud, et avoir une seule coordination, coordonner les actions communes, etc., qui maintenant, dont siège est à Alger, est présidé par M. Aksous, qui est en même temps président de la bourse du centre, mais aussi président de la coordination nationale des 4 bourses de sous-traitance. Le statut, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association professionnelle, à but non lucratif, d'utilité publique au service de la PME industrielle, mais avec une vocation nationale. Parce qu'au départ, nous étions une vocation régionale, mais avec la mise en conformité des statuts en 2012, nous sommes devenus une association à vocation nationale. Les organes de gestion, donc nous avons 2 organes essentiels de gestion. On a l'Assemblée générale qui est constituée des membres adhérents de l'association, des entreprises publiques et privées, mais aussi les membres fondateurs, les membres membres d'honneur. Les membres d'honneur, par exemple, c'est le ministère de l'Industrie, mais aussi les agences d'appui. Nous avons un bureau exécutif qui est constitué de 4 membres, c'est des élus, donc dont le président, 2 vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier. Donc c'est les 2 organes directionnels de l'association. La source de financement, c'est d'abord les cotisations annuelles. Donc les entreprises payent une cotisation annuelle selon la taille de l'entreprise, selon l'effectif de l'entreprise. Donc il y a un minimum de 50 000 dinars à 200 000 dinars, donc l'équivalent de 300, 350 euros à 1000, 1200 euros, selon la taille de l'entreprise en temps d'effectif. La deuxième ressource de financement, c'est les prestations qu'on fournit pour les entreprises membres et non-membres, c'est l'accompagnement, la formation action, les séminaires, les événements qu'on organise, comme le salon AGS et d'autres aussi. Nous avions aussi une autre source de financement qui a disparu, on ne la voit plus, c'était la subvention de l'État. Parce qu'au départ, il fallait que cette association puisse démarrer, donc nous avions une subvention du ministère de l'Industrie en fonction des actions qu'on présente sur le terrain. Parce qu'il faut dire que toutes les actions que nous menons, c'est toujours à la demande aussi du ministère de l'Industrie. Donc nous sommes un petit peu les yeux, les oreilles du ministère de l'Industrie. L'activité principale, c'est le développement de l'activité principale, c'est le développement de la relation inter-entreprise dans la sous-traitance, tant au niveau national qu'international. Les secteurs que nous ciblons c'est les secteurs classiques dans les industries, les ISME, les industries sidérurgiques, mécaniques, métallurgiques, électriques, électroniques, la pétrochimie, le plastique, le caoutchouc et les services liés à l'industrie.
Voilà un petit peu l'implantation du réseau des 4 bourses. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'ouest, le jaune, donc c'est l'est, le centre, nous sommes en vert, et le blanc, donc vous avez la région du sud. Et la coordination, donc, elle englobe les quatre régions. Vous avez donc ici, dans l'organigramme l'organigramme de la coordination, vous avez donc les 4 grandes régions, centre, est, ouest et sud. Chaque bourse avec une délimitation des wilayas. C'est une délimitation virtuelle, c'est-à-dire que l'entreprise qui se trouve à Alger ou à Annaba peut circuler là où elle veut, là où elle trouve son compte. Donc il ne faut pas un visa pour aller d'une wilaya à une autre. Donc là où ils trouvent leur compte, ils peuvent adhérer, ils peuvent devoir demander l'information. D'accord. Les missions, donc c'est le recensement potentiel des entreprises qui sont actives dans la sous-traitance. Donc il faut d'abord identifier pour avoir un fichier, une base de données quand même conséquente, il faut qu'on puisse avoir qui fait quoi, qui peut faire quoi dans la sous-traitance. Donc il faut qu'on ait au même le minimum d'informations sur l'entreprise elle-même, ses métiers, son métier, ses installations, le travail, quels sont les chiffres d'affaires, etc. Donc c'est des informations d'ordre général et techniques qui sont emmagasinées, saisies au niveau de la base de données. La mise en relation d'affaires aussi entre l'offre et la demande au niveau national et international, l'accompagnement des donneurs d'ordre et des sous-traitants dans la démarche pour l'intégration. Donc nous faisons un petit peu tout l'accompagnement des grands donneurs d'ordre publics ou nationales et étrangères. Favoriser l'utilisation optimale des capacités de production, bien sûr, pour ne pas rationaliser un petit peu les équipes, pour ne pas acheter tout azimut. Promouvoir la sous-traitance à l'international, comme maintenant nous sommes au salon le Global Industry. Nous avons un pavillon Algérie où nous avons 15 entreprises qui sont actives dans la sous-traitance industrielle. Donc nous avons tous les secteurs industriels qui sont représentés un petit peu à Lyon actuellement au Global Industry. Dernier point, donc informer, guider, documenter aussi les PME sur toutes les questions juridiques, techniques, etc. L'organisation de participation des entreprises membres et non membres aux différents événements économiques, tels que les forums, les salons, les rencontres B2B, nationales et internationales. Donc, par exemple, vous avez Alger, c'est Algérie sous-traitance, bien sûr. Le CIPROS, c'est un salon local, national, donc c'est un salon tournant, une fois à l'est, une fois à l'ouest, une fois au sud et une fois au centre. Le SANI, c'est le salon inversé de la sous-traitance. Je crois que vous connaissez ce concept, c'est un concept qui vient de France, de Toulouse. Moi, je l'ai connu à Toulouse. Le SIAM, il y en a ici à l'envers. Voilà. Donc, c'est un concept français. Et c'est un salon qui appartient à la Chambre de commerce, à la CACI, à la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Nous sommes partenaires de cette organisation pour le salon inversé. Et le Global Industry, que vous connaissez tous, c'est l'ex-Midest qui a démarré en 61 ici, à Nancy même déjà, hein, très longtemps, qui est devenu le Global, qui regroupe maintenant les 4 salons et le Midest, le Tolexpo, Smart Industry, je crois, et le 4e, j'ai oublié le 4e salon. Donc c'est le Global Industry qui a lieu, dans les années impaires, c'est à Lyon, et les années paires, c'est à Paris. Voilà. Organiser aussi l'animation des journées techniques toujours liées à la sous-traitance industrielle. Éditer, diffuser des supports économiques tels que les revues, les annuaires sur les sous-traitants algériens, sur les savoir-faire et les capacités des PME algériennes. Bon, je vous donne quelques chiffres concernant un petit peu les membres qui sont affiliés au niveau des réseaux des 4 bourses. Nous avons quelques 1300 membres qui sont affiliés au niveau des 4 bourses. Ils sont affiliés, je dis bien affiliés. D'autres entreprises qui ne sont pas affiliées ne sont pas comptabilisées ici. D'accord. Donc, quand il s'agit de la bourse du centre, nous avons 650 entreprises dans différents secteurs, notamment comme la répartition, vous le voyez, donc 385 PME dans la branche mécanique, 135 PME dans la branche chimie, plastique, caoutchouc et composite, 51 PME dans la branche service liée à l'industrie, 48 dans la branche électrique et électronique et 31 PME dans tout ce qui est le divers, les activités diverses, le bâtiment, la climatisation et autres, les services. Dans les domaines où s'exerce le plus, principalement bien sûr la sous-traitance, notamment bien sûr c'est la mécanique, c'est la transformation des métaux, tout ce qui est usinage de précision et autres, la sidérurgie, la métallurgie, l'électricité électronique, la plasturgie, le caoutchouc, tout ce qui est vitrage, aluminium, etc. Et les services liés à l'industrie, le conseil, la formation, l'ingénierie et autres. Après, nous avons aussi des conventions que nous avons signées avec les grands groupes industriels. Nous avons signé 14 conventions de groupes industriels de différents secteurs. C'est des grandes industries, c'est des entreprises industrielles publiques, hein, il faut préciser.
les 14 entreprises que vous voyez en face de vous, dans différents secteurs, c'est des entreprises industrielles publiques qui appartiennent soit au ministère de l'Industrie, soit au ministère de l'Énergie, comme par exemple Naftal, c'est une entreprise qui est issue du ministère de l'Énergie, et Ragiris, c'est le transport, Logitrans, c'est le ministère des Transports, mais sinon le reste, c'est les entreprises qui sont sous l'égide du ministère de l'Industrie. Ces conventions, pourquoi? C'est pour essayer de fluidifier un petit peu la relation d'affaires entre ces grandes entreprises, les grands donneurs qui sont des pourvoyeurs de la sous-traitance, et les petites PME, les TPE beaucoup plus en particulier, parce que nous avons constaté que les petites TPE, PME ont du mal à accéder d'abord à ces grandes entreprises. Pour eux, ce sont tout petits par rapport aux grands groupes industriels. Donc, nous avons signé ces conventions-là, c'est pour essayer de développer ces relations d'affaires entre les grandes entreprises dans leur ordre et les petites PME. À l'international, À l'international, nous avons aussi des conventions avec les Portugais, l'Association nationale de métallurgie, l'autre association portugaise aussi de la Vienne Castello. Le SIAM, c'est le Centre d'études de la métallurgie de Barcelone, en Espagne. La TAA, c'est l'association automotive tunisienne. Le GEF, se trouve d'ailleurs à Lyon, c'est le groupe des entreprises françaises et exportatrices. Et enfin, la Confédération du patronat turc. Depuis maintenant l'avènement de l'industrie automobile en Algérie en 2014, avec le premier constructeur Renault, pour ne pas le nommer, qui se trouve à l'ouest du pays, nous avons commencé à accompagner un petit peu les constructeurs au départ de Renault. Vous savez qu'en Algérie, on n'avait pas auparavant une industrie automobile. C'est-à-dire qu'on n'avait pas déjà des sous-traitants, des fournisseurs capables de fournir à l'industrie automobile en Algérie. Mais avec cette première usine de Renault qui s'est installée à Oran, nous avons commencé à accompagner cette entreprise, à lui donner de l'information, des entreprises qui sont en mesure, parce que la première question qui m'a été posée par le responsable de Renault, il m'a dit, M. Laï, vous avez combien de sous-traitants en automobile? J'ai dit presque zéro. Enfin, j'ai commencé à un petit peu lui raconter l'histoire, quand j'étais jeune. On avait une petite usine dans les années 70, toujours à Alger, mais qui a disparu. Elle a disparu avec ses sous-traitants, ses fournisseurs. J'ai dit donc, par contre, nous avons un tissu industriel. Ils ont un savoir-faire actuellement, ils ont de la compétence, il suffit de les accompagner pour pouvoir eux-mêmes vous accompagner dans votre démarche pour l'intégration, pour l'achat de la PDR, la pièce de rechange nécessaire pour l'automobile. Et ce qui fait, donc, 2 ans après, il y a eu une dizaine de fournisseurs qui étaient donc homologués, répertoriés, qualifiés maintenant, qui sont en train actuellement de fournir de la pièce de rechange en première monte pour l'usine de Renault, mais aussi maintenant pour les autres constructeurs qui commencent à s'installer, notamment Stellantis. Bientôt, l'usine est en construction, que bientôt il sera donc, opérationnel. Donc, notre mission, c'est d'identifier les entreprises existantes en matière de fourniture de pièces de rechange, la mise en relation, à disposition des données et informations au sujet des capacités savoir-faire, la mise en relation d'affaires des sous-traitants avec un agenda de rencontres, de visites. Donc, on leur fait visiter un petit peu les entreprises, les auditer, etc. avec eux. Il y a tout un accompagnement avec. Nous avons aussi accompagné l'usine à Annaba, l'usine de Citadis pour les tramways. C'est une société mixte algéro-française, Alstom et algérienne, donc, qui se trouve actuellement à Annaba. Et actuellement, ils ont une vingtaine de fournisseurs qui fournissent actuellement pour les usines de montage à Annaba, tout ce qui est vitrage, le câblage électrique, etc. Voilà. Voilà un petit peu nos partenaires au niveau national. Donc, nous avons le ministère de l'Industrie avec toutes les agences d'appui avec. Le CNCPME, c'est le Conseil national de développement de la PME, où sont regroupées l'ensemble des organisations patronales et associations professionnelles. Donc, c'est un espace de concertation pour remonter un petit peu les informations au pouvoir public. La Chambre algérienne de commerce et d'industrie, qui sont leurs partenaires. Algec, c'est un petit peu, c'est comme ici France Export, je crois. Voilà, c'est développement à l'export. Notre ami du World Trade Center, mais derrière lui aussi, il y a tout le réseau mondial du World Trade Center. La Chambre algéro-française, qui est dirigée par M. El Bakri, je ne sais pas si vous connaissez.
L'ANEM, c'est une agence de l'emploi. Pourquoi l'emploi? Parce que y a des primo-demandeurs d'emploi qui sont à la recherche de l'emploi. Donc, nous avons une convention avec eux pour placer les jeunes plutôt les jeunes diplômés au niveau des entreprises que nous avons dans notre association. La SAFEX, c'est l'organisme événementiel que vous connaissez tous à Alger. Sur le plan international, nous avons bien sûr l'ONUJ, la BSTE, c'est l'histoire de Nancy, il y a l'ANEM pour les Portugais, le SIAM en Espagne, le JEF à Lyon, MUSIAD en Turquie, l'ATA en Tunisie et Business France, bien sûr, sont nos partenaires. Et merci de votre attention. Merci. Donc Merci, voilà, la monsieur. bourse, c'est pas seulement aussi d'organiser des événements comme le salon Algès. Algès, c'est une action parmi tant d'autres. C'est un espace que nous mettons en place avec nos partenaires Water Center pour cette relation d'affaires entre les entreprises nationales et étrangères, etc. Mais c'est beaucoup plus l'accompagnement, la mise en relation, faire connaître l'entreprise qui fait croire. Merci. Alors, pour ma part, c'est un déroulement logique. Hein. En fait, on a eu une présentation par M. Tibaoui du cadre macroéconomique général, avec une particularité, c'est cette volonté du pays, de l'Algérie, de se diversifier, donc de sortir de la captivité des hydrocarbures, donc, notamment en développant tout l'aspect industrie et l'industrie manufacturière en particulier, et de l'industrie autant que possible à forte valeur ajoutée, on va en parler un peu tout à l'heure. Monsieur Laïb présentait la bourse. La bourse est un instrument essentiel, en fait, dans tout ce mécanisme de restructuration du tissu industriel, et notamment de son objectif premier, qui est d'accroître le taux d'intégration, et donc d'accroître l'optimisation de l'ensemble des chaînes de valeur, et y compris de développer les chaînes de valeur à l'international. Et là, maintenant, à mon tour, je vais présenter un des instruments que la bourse utilise, en fait, qui est donc les salons en général, et ce salon en particulier, qui s'appelle donc Salon international de la sous-traitance industrielle, qui va se dérouler donc, pour sa 8e édition, du 14 au 17 novembre 2023. Je voudrais juste dire 2 mots pour dire que c'était une version biannuelle jusqu'à il y a 2 ans. Compte tenu un peu de sa notoriété, du développement de l'image de ce salon et de la satisfaction, en tout cas mesurée par nous auprès des différents participants. Donc nous sommes passés à une version annuelle, et là depuis l'année dernière, donc la 7e édition. Et aujourd'hui nous en sommes à la 8e édition. Je vais vous présenter brièvement un peu les caractéristiques principales de ce salon. Alors il y a un historique assez rapide que je vais faire. Ensuite, oui. Alors pour l'historique, dit que le salon est né de la volonté des pouvoirs publics et des principaux acteurs de la sous-traitance, donneurs d'ordre et receveurs d'ordre, de disposer d'un espace d'échange structuré entre les opérateurs activant dans le domaine de la sous-traitance industrielle. En effet, à partir de 2010, en fait, il était nécessaire que l'ensemble des opérateurs dans cette activité de sous-traitance industrielle se retrouvent de façon régulière, parce que le salon, en fait, répond bien à l'adage qui dit qu'il vaut mieux avoir vu une fois qu'entendu 10 fois ou 100 fois. Donc le salon permet réellement la confrontation et une meilleure connaissance des opérateurs. Donc première édition lancée en 2010, en partenariat avec la CCI de Nancy. Aujourd'hui, nous sommes co-organisateurs du salon, bien sûr, avec le WTC Alger, et nous agissons de concert, en fait, pour le faire évoluer vers, disons, plus de qualité, bien sûr, et surtout, vers une internationalisation devenue aujourd'hui nécessaire, puisque ça rejoint tout à fait cette histoire d'optimisation des chaînes de valeur à l'international. Les objectifs d'Algès en général, bon,
on a dit que c'était faire se rencontrer annuellement dans un espace dédié les principaux acteurs, informer et vulgariser par le biais de conférences auprès des adhérents et autres participants au salon, disons, des dernières avancées au plan de, disons, de l'environnement, disons, des politiques publiques notamment, des technologiques et organisationnelles, permettre aux opérateurs, aux organisateurs une actualisation de leurs fichiers entreprises, et puis identifier de façon précise les retombées des politiques de restructuration industrielle avec l'apparition de nombreux acteurs. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes sur une évolution assez rapide disons, des conjonctures économiques, et surtout marquées par des évolutions technologiques extraordinaires, qui sont d'ordre mondial d'ailleurs, et nous voyons des acteurs apparaître, comme les startups par exemple, avec un ministère des startups d'ailleurs qui existe, ministère de l'économie de la connaissance, des petites entreprises et des startups. Alors, pour les chiffres, juste quelques chiffres, on a repris les chiffres de la 7e édition, en fait, d'Alger, 2022. Le nombre d'exposants est de 98, petite évolution par rapport à l'édition 2021, qui elle-même était en évolution par rapport aux éditions précédentes. Les secteurs représentés, donc c'est tous ceux qui sont d'abord dans l'activité industrielle et tous ceux qui ont une activité connexe à l'activité de sous-traitance. Alors, j'en ai cité, on va citer juste quelques-uns. L'énergie, l'électricité, les hydrocarbures, et tout ce qui tourne autour des hydrocarbures. On le cite en fait parce que les hydrocarbures, et Sonatrach par exemple, est un des grands donneurs d'ordre qui peut vraiment aller rapidement dans ce qu'on appelle le noircissement de la matrice interindustrielle. C'est-à-dire qu'il peut entraîner un tissu de création d'un tissu de PME à travers le pays extraordinaire, tant la demande est grande. L'exemple, c'est l'énergie. Enfin, Sonatrach consomme environ 500 000 positions d'items, donc en pièces et composants, pièces de rechange et composants industriels. Bien sûr, toute l'industrie manufacturière sera présente. Et nous avons quelques secteurs, disons, qui reviennent systématiquement, le plastique, le caoutchouc, etc. La participation étrangère, alors là, c'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'on aille vers une internationalisation du salon, parce que les partenariats sont indispensables à ce niveau-là. Pour cette année, nous avons enregistré donc, la Tunisie avec 6 investisseurs, France, un exposant. Les délégations étrangères, par contre, ont été un peu plus nombreuses, c'est-à-dire les visiteurs, en fait, pas les exposants. 14 entreprises polonaises, tous secteurs confondus, 5 entreprises de Metz, pôle de la sous-traitance de la région Alsace-Lorraine, donc, qui étaient venus accompagnés par nos amis du WTC, et puis Renault Algérie Production, puisque, comme vous le savez, il y a une usine, une industrie d'automobile de Renault en Algérie. Alors, les principaux résultats de ce salon, brièvement, nous avons donc eu 6000 visiteurs professionnels, 300 rendez-vous d'affaires programmés, avec un agenda personnalisé. Alors, les résultats, bon, c'est aussi bien, disons, des questionnaires auxquels les gens ont répondu. Donc 60% des contacts, on a estimé, ont abouti à soit des signatures de contrats, soit de conventions de partenariat, ou encore d'engagement à prendre, à reprendre contact à court terme. Alors, nous avons constaté effectivement qu'à force de répéter et de nous revoir dans les salons, à force de démultiplier les échanges, là nous avons le secteur manufacturier en général, le secteur de l'énergie en particulier, qui ont fait évoluer leur organisation et leurs procédures pour les rendre plus accessibles aux PME de sous-traitants. C'est ce que disait M. Tibaoui tout à l'heure en parlant de bureaucratie, en parlant de procédures. Là, réellement, on a une évolution extrêmement intéressante pour adapter toute l'organisation et les procédures d'approvisionnement notamment aux exigences de la sous-traitance.
des conventions cadres, dont tout à l'heure on en a parlé brièvement. Conventions cadres de sous-traitance ont été signées donc, entre la Bourse, à cette occasion, et la majeure partie des groupes industriels donneurs d'ordre sous l'égide du ministère de l'Industrie. Là aussi, c'est un mécanisme clé, on en a parlé, parce qu'il faut absolument dépasser les règles courantes, classiques, qui régissent les relations inter-entreprises. Et là, nous avons essayé, pour les dépasser, de les placer dans un cadre, dans ce qu'on a appelé une convention, pour aller beaucoup plus vite et mieux. Alors, l'organisation des objectifs du salon 2023, c'est celui qu'on va organiser donc, dans quelques mois, en novembre. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, conjoncture donc, est beaucoup plus favorable, donc avec de nouvelles lois, de nouvelles réglementations, et notamment tous les mécanismes incitatifs pris en faveur de la sous-traitance industrielle. Conjoncture sanitaire et économique, beaucoup plus favorable, nouveau code des investissements, relance du secteur de la construction automobile. En fait, on en parle et on en fait un focus cette année pour le salon aussi, au même titre qu'un focus sur les startups, parce que la construction automobile avait démarré, il y a eu ensuite, on va dire, presque un gel des activités entre 2019 et 2022. Là, les choses redémarrent. Donc tout est remis en place. Il y a l'usine, par exemple, de Stellantis qui redémarre à Oran, c'est une réalité. Et d'autres constructeurs sont en train d'être agréés. Et là, il y aura bien sûr, certainement un flux d'investissement, notamment des équipementiers qui seront présents pour accompagner aussi cette intégration avec des partenaires algériens. Pour cette année, nous attendons bien sûr, comme chaque année, une participation élargie au secteur traditionnel. Quand je dis secteur traditionnel, c'est l'industrie manufacturière essentiellement, élargie au secteur émergent, automobile, énergie, aéronautique, start-up, etc. J'ai mis quelque chose en rouge comme ça pour juste souligner que l'internationalisation des chaînes de valeur au niveau, international est une nécessité pour, répondre, pour que les entreprises algériennes puissent répondre donc aux exigences de tous ces nouveaux secteurs. Et Dieu sait s'il y en a, puisque la restructuration industrielle va, comme je vous l'ai dit, faire apparaître de nouveaux acteurs qui sont extrêmement exigeants et pour lesquels un accompagnement est indispensable. Voilà un peu ce que nous attendons en fait de ce salon, et on fait vraiment un focus sur cet aspect de l'internationalisation et de présence étrangère.